ce serait compliqué dans la tête des gens de me voir comme le copywriter et le closer. Parce que quand les gens t'associent à une chose, c'est plus facile pour eux de retenir qui tu es que quand ils t'associent à deux choses. J'ai une énorme confiance en moi. Et je crois au plus profond de moi, sans paraître prétentieux, que je suis le GOAT de ce que je sais faire. The closing. The King of closing. The king of closing, tu vois, le GOAT. La passion, pourquoi? Parce que je suis très passionné. Que je gagne l'argent dedans ou pas, je le ferai. Si un jeune m'écoute aujourd'hui, donne-toi 5 ans. Être pressé, ça n'amène pas. Il n'y a rien de tangible qu'on réalise en moins de 5 ans. Jeune, adulte, vieux, peu importe l'âge, je crois qu'on est tous des GOATs. Chers amis, bonjour à vous et surtout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs africains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le King du Closing. Bonjour Benny, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien chez toi. De mon côté, ça va super bien. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Franchement, plaisir partagé. Alors Benny, aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire. On veut savoir d'où tu viens et où tu en es aujourd'hui. Surtout, les défis que tu as rencontrés au cours du chemin, quoi. Ça nous intéresse beaucoup aussi. Ok, Est-ce que ça te va? ça me va, je suis chaud, on peut y aller. Super. Alors Benny, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore? Donc, moi, c'est Benny Tosso, je suis entrepreneur. J'ai lancé mon entreprise il y a le 1er janvier prochain, ça fera 3 ans que je suis entrepreneur. Avant de me lancer, j'étais dans le salariat. J'étais directeur marketing. J'ai été directeur marketing dans plusieurs entreprises, 3 entreprises particulièrement. Et après ces différentes expériences, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte parce que pour deux choses. Premièrement, j'avais le sentiment d'avoir beaucoup d'idées à l'intérieur de moi, tu vois, Mhm. euh, que moi, que moi seul, en fait, j'étais voilà, bien placé pour le donner vie. Et en deuxième position, parce que simplement, j'étais arrivé à un niveau de ma carrière où il y avait plus vraiment d'entreprises localement qui pouvaient me payer. Donc, j'avais deux choix. Soit j'essaie de faire comme mes amis et j'essaie de trouver un contrat à l'étranger, ou soit je crée ma propre structure et je me paye bien. Parce que j'étais arrivé à un niveau où j'avais l'impression que les entreprises locales ne pouvaient plus me payer. Et donc, soit j'allais travailler à l'étranger comme tout le monde, ou soit simplement, bah, je m'employais moi-même. Donc, j'ai choisi la deuxième option simplement parce que je crois beaucoup en moi et je croyais beaucoup que j'avais un gros potentiel, que je pouvais quand même faire quelque chose Ouais. d'original et de différent, tu vois. C'est un peu ce truc que tu as en toi là, tu vois. Tu as des papillons dans le ventre. C'est ça, Mhm. un vrai entrepreneur, c'est ça qui le caractérise, tu vois. Il a des papillons dans le ventre. Il sait que, OK, il y a la sécurité du salariat. C'est bien la sécurité du salariat. Mais après, les papillons qu'il a dans le ventre, c'est tellement fort qu'il se dit, si je meurs un jour sans avoir donné vie à toutes ces choses que j'ai dans mon ventre, c'est pas juste qu'une histoire d'argent, mais j'aurais l'impression d'avoir un peu manqué ma destinée, tu vois. Donc, Mhm. Mhm. je dirais que c'est l'appel un peu qui m'a poussé à me lancer en entrepreneuriat il y a 3 ans. Et tu as fait combien d'années dans le salariat? 5 ans, si je dois considérer vraiment toutes les expériences, 4 5 ans, je dirais. Mais avant ça, j'ai fait 1 an de freelancing à peu près. Mais si je Mhm. dois prendre freelancing salariat, entre 5 6 ans, au tout pour tout. Mhm. Mhm. Waouh. Et tu as directement décidé comme ça, d'un coup de tête, de démissionner et de te lancer dans le salariat? Ou bien il y a eu un déclic? Quel était le déclic? Ah, pour me lancer en entrepreneuriat, tu veux dire? Dans l'entrepreneuriat, ouais. Hmm, déclic. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je dirais que le déclic, c'est plus ces deux choses, en fait. Le déclic venait premièrement du fait que j'avais l'impression Mhm. que le salaire que je voulais qu'on me paye, personne n'était prêt à me le payer sur le marché, premièrement. Mhm. Tu sais, dans tout marché, il y a des dynamiques, OK? Et Mhm. généralement, en fait, lorsqu'il y a une dynamique qui est en place et que toi, tu vas contre cette dynamique ou au-delà de cette dynamique, généralement, la plupart du marché ne va pas te suivre. À moins que tu sois tellement un gros acteur que à toi tout seul, tu peux shifter la dynamique du marché. C'est très, très, très rare de pouvoir être dans Mhm. une position où tu es un gros acteur, où tu peux shifter la dynamique de marché. Généralement, c'est plusieurs acteurs à la fois qui font, je sais pas, la dynamique de marché. C'est pourquoi on dit souvent qu'un hirondelle ne fait pas le printemps. C'est simplement parce qu'une seule personne dans son coin ne pas se lever pour dicter les lois du marché. Maintenant, Mhm. tu peux être cette seule personne qui doute la loi de ton marché si tu es le Apple de ton marché, si tu es
Microsoft de ton marché, si tu es le, je sais pas, le Cristiano Ronaldo de ton marché, si tu es le Messi de ton marché, tu peux te dire, OK, moi, je suis payé 50 millions l'année pendant que tous les autres joueurs sont payés à 15 millions l'année parce que tu es Cristiano Ronaldo, parce que tu es Messi, parce que ton seul branding à toi peut move, je sais pas, tout un pays ou tout un continent, tu vois. C'est que tu as un niveau de puissance qui permet ça. Mais généralement, ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Et je ne pensais Hmm. pas que j'avais un branding et un niveau de crédibilité qui me permettrait de pousser les gens à me payer 3, 4 fois ce qu'ils payaient tout, je sais pas, le top 1% du marché. Donc, je me suis dit, bah, si personne ne peut te payer, tu es la personne la mieux placée pour te payer toi-même. Somehow. Hmm. So, Ouais. that's what happened. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais, Je dirais que c'est la première raison qui m'a poussé à me lancer. et lorsque tu te lances, lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu savais déjà ce que tu devais faire avant de Oui, démissionner? oui, Tu pas savais? exactement, pas exactement, mais j'avais une idée, ok? Pas exactement, mais Mhm. j'avais une vraie idée de ce que je voulais faire. Moi, moi, j'ai toujours été très passionné par l'éducation depuis la base, tu vois. Je suis Mhm. vraiment le type de personne qui, à l'école, à l'université, j'étais là tout le temps, en fait, à analyser la façon dont nos enseignants nous enseignaient le cours. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver une façon plus ludique de nous apprendre ce qu'ils essaient de nous apprendre? Pourquoi est-ce qu'en fait, je sais Mhm. pas, les TP ne peuvent pas être plus pratiques? Pourquoi, tu vois? J'étais intéressé par l'éducation depuis, depuis la base, tu vois. Et ensuite, quand Internet est arrivé avec tous les cours en ligne et tous ces trucs, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'étais vraiment fan de YouTube. Je matais beaucoup de vidéos YouTube, tout ça. Et je me disais, waouh, en fait, on vit dans un monde où la connaissance est inaccessible. Tu vois, la technologie a démocratisé ou bien a vulgarisé la connaissance. Et donc, Mhm. en une recherche Google, tu peux littéralement, en fait, avoir accès à des informations qui, avant, ça t'aurait pris une semaine à fouiller dans des livres, dans des bibliothèques pour avoir ça, en fait, tu vois. Ouais, Donc, ça c'est vrai. moi, en fait, je m'étais dit, ah, OK, voilà, je suis passionné de l'éducation et j'ai commencé quand j'étais en entreprise par lancer des formations. OK, j'avais une formation spécifique que j'avais déjà lancée, une formation en copywriting. Ça ne marchait pas. J'avais deux, trois clients, c'était pas ça. Ça marchait clairement pas. Mais ça marchait pas aussi parce que un peu l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était pas bien vu qu'à côté j'ai des activités. Donc, c'était un Hmm. peu compliqué pour moi, voilà, tu vois, de pousser, de pousser, de pousser. Donc, j'étais en mode, ah, c'est super bien, mais est-ce que je devrais, genre, si je veux faire ce truc, je devrais vraiment, vraiment être à mon propre compte, sinon, ça va continuer par me poser un problème si je suis dans l'entreprise dans laquelle j'étais, de travailler dans ce sens-là, tu vois. Donc, Hmm. je savais déjà que j'allais gérer dans l'éducation, que je voulais faire de l'accompagnement, je voulais faire de la formation. Et voilà quoi. Donc, quand je me suis lancé, quand je me suis lancé en janvier, mon tout premier programme. En fait, je me suis lancé, j'ai créé d'abord une agence. J'ai créé une agence marketing. Mais à côté de cette agence marketing-là, en fait, j'avais créé l'agence marketing parce que j'avais peur de ne pas être crédible. Tu vois, je me Hmm. disais, dans l'environnement en fait dans lequel j'étais, être quelqu'un qui fait de l'accompagnement, de la formation, du coaching, c'était pas du tout bien vu. Donc j'avais l'impression d'être considéré comme un entrepreneur à demi-mesure juste parce que je faisais de l'accompagnement, de la formation. Pourtant, je me sentais légitime comme entrepreneur. Donc je me disais, OK, si tu n'as pas comment on l'appelle, si tu n'as pas d'entreprise ou d'agence, c'est un peu comme si tu Hmm. n'es pas crédible, quoi. Donc je me suis dit, Ouais, OK, ouais. voilà, la formation, c'est bien, mais si je veux vraiment rentrer dans des cercles, être bien considéré comme un vrai entrepreneur, pas juste comme un formateur en ligne, je Mhm. détestais être mis dans la case des formateurs en ligne. Tu vois. Il me fallait avoir quelque chose d'un peu plus sérieux, crédible. Et c'est là que j'ai lancé mon agence. Donc, quand j'ai lancé mon Hmm. agence, c'est bien parti avec l'agence. Mais à côté de ça, j'avais toujours cette passion pour l'éducation. Créer des formations, accompagner des gens, former des gens, j'avais envie de le faire. Donc, je me suis dit, OK, on va le faire. J'ai commencé par le faire en février ou mars 2022. J'ai lancé la toute première cohorte de mon accompagnement. Ça a super bien cartonné parce que pour une fois, j'avais le temps et la possibilité de bien bosser dessus sans les restrictions du boulot. Donc, ça a Mhm. super bien cartonné. J'ai eu. Et tu as lancé ça au Bénin? J'ai lancé ça pendant que j'étais encore au Bénin à l'époque, Ok. en 2022, tu vois. Et ça a super bien marché. Donc, ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Et de l'autre côté Wow. aussi, j'avais l'agence qui commençait par me rapporter de l'argent déjà. Donc, Mhm. fondamentalement, quoi, Mhm. je me suis lancé 3 mois après déjà, je devais déjà être à
3, 4, 5 millions par mois, hein, ce qui fait autour de 6, 8 000 euros par mois. De façon, Hmm. 3 mois après, tu vois. Et je me suis dit, OK, ça a l'air intéressant. Et si je commençais pas à bouger, tu vois? Et c'est là que j'ai Ouais. commencé à bouger. Donc j'ai d'abord pris la décision d'aller m'installer à Dakar. Je suis allé à Dakar. J'ai fait quelques temps là-bas. J'ai pas trop kiffé. Bon, c'est pas que j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop kiffé parce que je trouvais que le train de vie était un peu élevé et Hmm. le rapport qualité-prix n'était pas ça. Ensuite, je Hmm. suis parti en France. Je suis resté aussi en France. En griffe, je voulais m'expatrier en France, mais je me suis à peu près expatrié en France. Euh, mais en fait, j'avais toujours mes activités au Bénin, etc. Donc, je revenais souvent, je faisais un peu la navette. Mhm. Jusqu'à ce que, en août 2022, je ne relance une nouvelle cohorte de cet accompagnement-là. Parce que le truc, c'est quoi? La première cohorte que j'ai lancée de l'accompagnement, c'était en février 2022. Mais ce qui s'est Mhm. passé, c'est qu'en février 2022, je dois avoir fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. Mais j'avais tellement su l'accompagnement, en plus de l'agence, c'était autre chose, mais j'avais tellement le sentiment de ne pas être légitime que je me Mhm. suis dit, je ne peux plus relancer de formation parce que je ne veux pas être perçu comme un vendeur de formation. Nanana, nanana. Et donc, j'ai zappé. Mais les gens me demandaient tellement parce que j'écris de super bons posts sur LinkedIn. OK? Et donc, Mhm. les gens me disaient, mais franchement, on adore tes contenus sur LinkedIn. Apprends-nous comment est-ce que tu écris des contenus. Parce que moi, j'avais des techniques que j'avais développées et tout. Apprends-nous comment est-ce que Mhm. tu écris des contenus qui engagent aussi bien. Nanana. Ça revenait, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et tu sais, c'est le marché qui m'ouvre les choses. Quand le marché Ouais. demande quelque chose, on est obligé de lui donner. Tu vois. J'ai dit, bon, voilà. Après 6 mois, donc août, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois après, je relance une nouvelle cohorte de l'accompagnement. Je double ou je triple le prix et j'ai pratiquement 2 fois plus de clients. Pourtant, j'ai pratiquement triplé le prix. Mhm. Et là, j'avais fait mon tout premier lancement à 10 000 euros. Donc, c'était la toute première fois que j'avais fait un lancement à 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul lancement en un seul mois, à côté de l'agence. C'est que l'agence, ce que je gagnais avec l'agence, c'était à part. Mais Mhm. avec la formation, je venais de gagner 10 000 euros en un seul lancement. Sans faire de la publicité, sans rien faire, juste avec la création de contenu. Et là, je me suis dit, Jesus, I hold something. En fait, que je tenais quelque chose, tu vois. Et là, Ouais. j'ai fait un petit calcul, je me suis dit, waouh, en fait, si tu fais 10 000 euros avec quoi, 14 clients, j'avais à l'époque sur cette cohorte-là, et de l'autre côté, en agence, il te faut une vingtaine de clients, parce qu'à l'époque, on était pratiquement sur des prix très low, 500 euros par mois, ce genre de trucs, 750 euros. Et une agence débutante, les 500 gens, euros, c'est très low, quoi. c'est très low, Ok. c'est très low. Et Ok. les gens étaient pas vraiment prêts à payer de gros prix à l'époque, tu vois. Mhm. Je me suis dit, OK, tu fais 10 000 euros ici avec 14 clients, tu fais un call par semaine avec eux, c'est tout, c'est 4 calls sur le mois, tu charges 800 Mhm. euros ou je sais pas combien pour ça. Et de l'autre côté, les gens, en fait, ils sont pas prêts à payer euh, 1000 euros pour que tu les accompagnes sur l'agence et tout. C'est vrai que tu n'aimes pas trop les formations, tu n'as pas envie d'être associé comme un vendeur de formation, mais c'est là où l'argent est qu'il faut mettre son temps, quoi. Est-ce que Ouais. tu veux faire quelque chose pour plaire aux gens ou est-ce que tu veux faire quelque chose pour te plaire à toi-même et changer ta vie? J'ai décidé de suivre, de changer ma vie au lieu d'essayer de vouloir paraître trop crédible aux yeux des gens, tu vois. Mhm. Ça, c'est une confession, hein, c'est même pas un podcast. Là, je te sors la vraie Ouais, vérité. vas-y, vas-y, on est là pour ça. Donc, on est parti et en août, septembre, j'ai délivré l'accompagnement et j'avais de moins en moins de focus sur l'agence. Et donc, j'ai commencé Mhm. par prendre de moins en moins de clients pour l'agence. Et donc, à l'époque, Mhm. on devait avoir 20 clients, on devait avoir une vingtaine de clients, on gagnait 10 000 euros. Les clients étaient en moyenne à 500 euros par mois, on gagnait 10 000 euros par mois à peu près avec les vingtaines de clients qu'on avait. Mais c'était surcharge, il fallait une grosse équipe, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes à l'époque, c'était compliqué le management, j'étais un jeune entrepreneur, j'arrivais pas à comprendre tout ça, c'était compliqué. Donc, petit à petit, je me Mhm. suis dit, bon, agence, c'est bien, je gagne 10 000 euros, mais le prix que je paye derrière, payer des salaires à une dizaine de personnes. Dans l'accompagnement, je fais 10 000 euros, je suis le seul qui délivre. Le choix est vite fait. Donc, petit à petit, les clients de l'agence, je les ai un peu. À chaque fois que quelqu'un arrive en fin de contrat, au lieu de. Tu vois, généralement, c'est des contrats par tacite reconduction. Tu sais ce que ça veut dire une tacite reconduction? C'est-à-dire, en fait, quand Ouais. on signe le contrat sur un an, quand ça arrive à la fin, on continue sur un an, même si on ne Mhm. reçoit pas de contrat. Donc, techniquement, on devait continuer avec les clients, mais je n'ai pas continué. J'ai stoppé les contrats, one by one, one by one. Et à la fin de l'année 2022, j'avais pratiquement que un ou deux clients en agence. Ce qui était vraiment, là, j'avais plus à avoir ces mots de tête, c'était un ou deux clients.
Et de l'autre côté, août, septembre, non, août, octobre, novembre, j'ai enchaîné à l'intervalle de chaque un mois et demi un nouveau lancement pour l'accompagnement. Et Ouais. je me suis complètement blindé sur les 4 derniers mois de l'année. C'était les 4 derniers Vas-y, mois. vas-y, partage, partage. En mode, fin septembre, j'ai Mhm. refait un nouveau lancement de l'accompagnement. Mhm. Et là, à ce niveau, j'ai fait, je sais pas, sur le mois, en termes de chiffre d'affaires, 29 750 euros de chiffre d'affaires. Sur le mois Hmm. de septembre, août-septembre, voilà. Août, c'était plus de 10 000, septembre, 29 000. Je me suis dit, OK, il y a un truc, il y a un Il y a un truc, truc, là. il y a un truc. Ouais. Et là, je continue. Octobre, je refais, je crois, octobre ou novembre, j'ai relancé, j'étais à 15 000 ou quelque chose. Décembre, j'ai relancé, j'étais à 18 000 ou quelque chose. En gros, sur les 4 derniers mois de l'année, j'ai peut-être fait, je sais pas, 60 000, 70 000, je ne sais plus exactement. Il va falloir que je Ouais. fasse, ça fait des années. Ouais, 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 Mais ouais. en gros, à la fin de l'année, j'avais tellement fait de chiffre d'affaires pour juste la première année de business, d'entrepreneuriat. Mhm. Moi, en fait, genre, somehow, quand je raconte l'histoire des amis et tout qui sont entrepreneurs comme moi, qui font dans la même niche, ils me disent, mais Benny, t'es une exception. C'est pas tous ceux qui se lancent, qui font en une année ce que tu as fait en considérant que voilà, tu viens de l'Afrique, de Mhm, Cotonou, tout ce mhm. truc et tout. C'est pas ça, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, voilà comment l'année 2022 s'est déroulée. Ok. Et voilà. Bon, on va encore essayer un peu de revenir au début de ton histoire. En fait, qu'est-ce que tu as étudié à l'université? Pour qu'on comprenne un peu ton background, d'où tu viens. OK, université, j'ai étudié la sécurité informatique. Donc, j'ai fait une licence en sécurité informatique. Mhm. Et tu as étudié au Bénin, en Afrique. J'ai étudié au Bénin. J'ai fait tout mon cursus au Bénin, ouais, à 100%. Et après ça, tu as trouvé un boulot dans une entreprise de la place. Voilà, exactement. Et c'est en étant dans l'entreprise de la place que tu as commencé à réfléchir sur comment te faire de l'argent en parallèle, c'est ça? Non, depuis la deuxième année d'université, j'avais commencé déjà pas à réfléchir à comment me faire de l'argent. Mais en Mhm. fait, j'étais étudiant en sécurité informatique, ce qui n'a rien à voir avec le closing, le copywriting et le marketing que je fais aujourd'hui. Ouais. Ou à l'époque, en fait, en deuxième année d'université, je me suis découvert une passion pour le marketing digital, tu vois. Mhm. Et donc, je me suis dit, ah, ok, j'aime bien ce truc plus que coder, je devrais concentrer mon effort ou mon énergie dessus, tu vois. Et donc, je suis parti complètement dans cette direction-là, et c'est ce que j'ai fait et tout. Ok. Maintenant, quand tu étais en entreprise, tu faisais des petits trucs à côté. Tu étais dans le marketing digital. Donc, Déjà, oui. c'était pas exactement ce que tu avais étudié, c'est ça, à l'école, à Non, 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 l'université. c'était pas du tout ce que j'avais étudié. Du Ouais, donc tout. c'est pour que les gens comprennent en fait qu'on peut se lancer dans les domaines même qu'on n'a pas appris à l'école. Exactement. Bien sûr, Voilà. c'était un domaine complètement différent hein, de domaine dans Mhm, lequel j'avais trouvé un boulot. Bien sûr, mhm. le domaine que j'avais étudié, le domaine dans lequel j'exerce aujourd'hui et que j'ai commencé par exercer, rien à voir. Alors, maintenant, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Quelles étaient les étapes? Tu ne t'es pas lancé comme ça du jour au lendemain, tu n'as pas démissionné comme ça du Ah jour au non, non, lendemain. Il y a non. eu un processus. Est-ce que tu as mis de l'argent de côté? Tu as préparé ça en avance? Ça s'est passé comment? Ah oui, je suis pas fou. Je suis pas fou parce que généralement, le problème, c'est quoi? C'est qu'on dit souvent aux gens de se lancer en entrepreneuriat, tout ça. Moi, c'est un conseil que je donne jamais Mhm, parce que lorsque, après ça devient difficile, tu ne trouves personne pour t'aider. Ça, c'est la vérité, tu vois. hmm. Donc, moi, j'avais pris la décision le 1er janvier. Je prends souvent mes décisions le 1er janvier, je ne sais pas pourquoi. Le 1er janvier, La date généralement, des résolutions, c'est là où on fait des oui. résolutions. Pour moi, Ouais. c'est pas vraiment des résolutions, c'est plus des décisions Ok. stratégiques pour mon futur. Ça veut dire que quoi? Chaque 31 décembre et 1er janvier, au lieu de faire la fête comme tout le monde, je m'assois souvent tout seul dans un coin. Je vais dans un resto tout seul. C'est des moments de solitude pour moi. Je fais le Mhm, point de mon année et j'essaie de me dire où est-ce que j'ai envie d'être l'année prochaine à cette date précise. Si Dieu m'accorde, bien sûr, la vie. OK? mhm, Je dis, OK, si Dieu m'accorde la vie et la santé, voici là où j'ai envie d'être. Donc, le 1er janvier 2021, je m'étais dit, c'est pas possible que je continue d'être salarié à la fin de l'année 2021. Il faut hmm, que je devienne entrepreneur à la fin de l'année 2021. Ça me faisait très peur parce que le salariat, c'était un confort en fait. Le salaire mhm. fixe à la fin de chaque mois, tout ça, tu le connais. C'est pas facile à laisser.
ce que j'ai fait, c'est pas mettre l'argent de côté. Parce que, en fait, mon focus, c'était quand je lance mon business, qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir partir avec un avantage concurrentiel? C'est pas l'argent que j'ai de côté, parce que l'argent, ce que j'ai de côté, c'est juste de l'argent que je vais bouffer, et puis si rien ne se passe, rien ne va se passer. Mais qu'est-ce que je peux faire comme action qui peut me permettre d'avoir quelque chose d'intéressant en termes et de me lancer et de vite réussir? Et Mhm. j'avais compris que c'était d'avoir une communauté sur Internet, d'avoir une audience. Mhm. Bon, j'avais un an pour me lancer. Pendant ces un an-là, je gagnerai mon salaire. Donc, je n'ai pas de pression à trouver des clients. Donc, je peux juste construire une communauté pour le sake de construire une communauté Ouais. au lieu de me dire, OK, je vais construire une communauté pour la monétiser en même temps. I got time on my side. Genre, le temps est mon avantage. Tu n'avais pas la pression. Je n'ai pas la Euh, pression. mhm. Donc, je me suis dit, chaque semaine, pendant toute l'année, je vais publier un contenu. Ce n'est pas un contenu par jour. Non, je n'avais pas l'énergie pour ça. Je n'avais pas le temps pour ça. Il y avait le boulot. Un contenu par semaine. Sur quelle raison? Sur LinkedIn. J'avais choisi le réseau LinkedIn parce que LinkedIn, c'est une plateforme qui est très sous-estimée dans le sens où c'est une plateforme où les gens qui sont dessus, ils ont tous l'argent. C'est incroyable, en fait, je te jure, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. Les gens ne comprennent pas, en fait, pour LinkedIn, c'est une plateforme de riches. Moi, j'ai fait quoi? Plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans grâce à LinkedIn. Et sans LinkedIn, Hmm. je n'aurais pas pu faire ça. Je répète, sans dépenser $1 en publicité. Parce que c'est facile de se lancer, d'aller faire un gros webinaire, comme tout le monde dit aujourd'hui de faire, un gros webinaire, de ramener 2000, 3000 personnes, de vendre ton Mhm. offre et de 3, 4 clients, et après tu rebelotes, tu fais ça à chaque fois, c'est épuisant, tu dépenses beaucoup d'argent, tes matchs plus. Bref, c'est compliqué. Mais LinkedIn, tu as un réseau sur lequel la plupart des gens, ils sont riches, ils ont de l'argent, ils ont un salaire, ils ne crèvent pas la dalle comme les gens sur Facebook. Et du coup, en fait, non, mais ça, c'est la vérité. Du coup, en fait, tu lances ton truc, mais ces gens-là, c'est des professionnels, ils prennent ton truc. Tu leur dis, mon accompagnement, ça coûte 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, ils sont prêts à payer. Les gens sur Facebook, Hmm. ils sont pas en train de vendre un produit à 100, 150 euros, il ne faut pas acheter. Moi, sur Facebook, j'ai plus de 40 000 abonnés sur Facebook. J'atteins plus de 1 million de personnes chaque mois avec ma page Facebook. Pourtant, Facebook me rapporte moins d'argent que LinkedIn. Tu vois? Donc, Ouais, je vois. j'ai choisi LinkedIn à cause de ça, Mhm. pour répondre à la question. Donc, tu as choisi LinkedIn. Et est-ce que tu savais déjà quel genre de contenu tu devais publier là-bas? Ah ouais, toi, tu es très intéressant. Tu rentres dans les détails vraiment. Ok, j'ai choisi le contenu. À l'époque, la vidéo n'était pas encore en vogue. Mhm. Il y avait le contenu test qui était très en vogue. Et donc, j'ai décidé, tout le monde faisait du test, mais moi, j'ai décidé d'aller sur du contenu carrousel. Tu connais les carousels. Ouais. Et donc, j'ai décidé de faire une analyse marketing par semaine pendant 52 semaines. Je l'ai fait pendant 40 semaines sans rater une seule fois. Attends, mais est-ce que tu avais une connaissance profonde de LinkedIn lorsque tu te lances? Non, 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 j'avais pas une connaissance plus profonde que ça. J'avais juste une connaissance profonde du copywriting. J'avais pas une connaissance profonde de LinkedIn. Moi, j'ai jamais eu une connaissance profonde des plateformes. Non. Sur Facebook, j'ai plus de 40 000 abonnés, mais je ne peux pas te dire que je suis un expert Facebook. Il y a des gens qui Ok. sont experts Facebook. Moi, je ne peux jamais te Mhm. dire, je vais te vendre une formation Mhm. sur comment réussir sur Facebook. J'en connais rien. Je ne connais même pas Hmm. l'algorithme. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ce que je Ok. connais, c'est les humains. Je connais les humains. Je connais le copywriting. Je sais que si tu commences un post en disant Facebook, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Tu as plus de chances d'attirer l'attention que de dire, je sais pas, voici ce que j'ai appris de tel truc. Tu vois. Mhm, Bref, mhm. genre, juste petit contexte, juste pour dire que je connais comment est-ce que l'attention des gens marche et je sais comment écrire de façon à la voir et à les pousser à lire ce que je sais faire. Et je me dis que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe le réseau, je vais toujours gagner. Genre, la preuve, je sais pas, avant que ma chaîne YouTube, je ne l'appelle, j'avais plus de 5000 abonnés sur YouTube en moins de 3 4 mois. Instagram, je ne crée pas du contenu là-bas, donc je n'en parle pas. TikTok, j'ai plus de 25 000 abonnés ou quelque chose. Pourtant, je ne vais pas te dire que je suis expert TikTok. Tout ce que Mhm, je sais, mhm. c'est que je suis bon à écrire ou à créer des choses que les Mhm. gens ont envie de consommer. Et ce copywriting là, tu l'as appris où? Tu t'es formé ou bien Je tu, me suis formé. Je me suis tu formé t'es au formé? copywriting. Ouais. Je me suis formé au copywriting pendant des années et en entreprise aussi, je pratiquais beaucoup le copywriting Ah, parce que ok. je faisais des Donc, publicités, tout ça, tout ça.
OK. Donc, quand tu te lances sur LinkedIn, tu savais que, bon, OK, là, moi, c'est le copywriting. Moi, c'est le Et, copyright. C'était mon truc. Ouais. OK. Donc, après LinkedIn, tu te lances là à fond et ça commence à marcher? Tu as des bons retours? Pas automatiquement. Ça commence par marcher. Au début, tout le monde m'ignorait. Au début, c'était en mode, OK, bon, c'est qui ce nouveau Gatin clair là qui vient nous parler de copywriting, comme ça. Bon, tu vois, un peu comme le nouveau, à chaque fois, tu n'as pas de crédibilité, donc c'était ça. Mais au bout de Ouais. 3 mois, je pense que ma constance a mis les gens d'accord. Et ma qualité. Mmh. Je suis très dans la qualité. Tu vois. J'aime pas faire les choses à moitié. Tu comprends? J'aime pas du tout faire les choses à moitié. Quand je suis en train de faire quelque chose, je ne lésine pas sur les moyens, sur le temps. Je me dis pas, non, en fait, ça me prend trop de temps, donc je vais arrêter de le faire. Non, en fait, ça me prend trop d'argent. Non, je ne suis pas comme ça. Si ça demande d'investir 100 000 euros, j'investis 100 000 euros, je le fais. Si ça demande d'investir toute ma journée, de ne pas avoir des week-ends, j'investis ma journée, je n'ai pas de week-end. Donc, quand je me Mmh. suis lancé sur LinkedIn, c'était la même chose. Je me suis dit, je vais le faire jusqu'à les mettre d'accord. Premier mois, tout le monde s'en foutait de moi. Deuxième mois, tout le monde s'en foutait de moi. Troisième mois, je faisais une analyse marketing par semaine. Troisième mois, les gens commençaient à se dire, en fait, ce gars, ça fait 3 mois pratiquement qu'il est là. Et chaque lundi, il vient avec une nouvelle analyse. Il n'a pas l'air d'être un gars qui vient juste faire un truc et puis 2 semaines après, il disparaît. Mmh. Donc, cette constance-là a commencé par attirer l'attention des gens. Et les gens commençaient par se dire, ah ouais, bon, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Première chose. Deuxième chose qui m'a permis de réussir, je pense, c'est que je faisais des études de cas sur des cas très connus. C'est-à-dire, en fait, je prenais des marques qui étaient très connues au Bénin, en Afrique particulièrement, et je Mmh. faisais. Je prends un exemple. J'ai fait une analyse qui avait touché plus de 50 000 personnes sur LinkedIn ou 60 000 personnes sur LinkedIn. C'était incroyable. À l'époque, faire 60 000 vues sur un post sur LinkedIn, tu étais une star, littéralement, tu vois. Ah, même à présent, hein, c'est Même pas après ça, facile. même après Ouais. ça, tu vois. Et je parlais du marketing de MTN et de Mmh. comment est-ce que le stratégie marketing de MTN est virale et est plus intéressante que la stratégie marketing de Move à l'époque. Et j'ai partagé ça, ça a fait plus de 50 000 vues, 60 000 vues, ça a explosé. Je me suis dit, OK, bah, je tiens un format. Après avoir eu le format, je viens sur le nouveau truc, je lance euh, une nouvelle analyse sur la marque là, au Sénégal. Wave. Tu connais Wave? Ouais, je connais Wave. Wave au Sénégal. Parce que Wave, quand ils étaient venus, ils ont mis Orange KO. Mmh mh, mmh. J'ai écrit une analyse pour expliquer de façon concrète comment est-ce que Wave a mis Orange KO. Wow. Devine combien de vues le truc s'est tapé, le contenu s'est tapé. Sur 50 LinkedIn 000? uniquement. Non, 50 000? plus. Plus. 100 000? Plus. 1 million. Non, 200 000. Wow, 200 000 vues et sur LinkedIn, 200 wow. 000 vues. En quoi? En 3-4 jours. Et ça avait généré plus de 2000 likes, quelque chose. Ça m'avait rapporté 1000 abonnés en une seule semaine. Quand j'ai Mmh. fait ce post, j'ai eu des directeurs de marketing de Move, des agences, de plein d'entreprises respectables qui m'ont écrit pour me dire, on voudrait t'avoir comme consultant. Mmh. Et là, j'ai compris que, OK, voilà. Encore une fois, je tenais quelque chose. Tu vois. Et, Ouais. et voilà, donc, en fait, je dirais, ce sont mes analyses, en fait, la constance dans les analyses qui m'a fait exploser. Et les sujets que je choisissais, etc., comment je les écrivais. Je ne faisais pas long, j'étais très court. Je donnais l'envie aux gens. Je leur permettais de ne pas s'ennuyer. Je me Ouais, débrouillais ça, pour c'est que vrai. les carrousels ne fassent jamais plus de... Je faisais jamais plus de 12 pages. Je faisais des carrousels très courts. Mais en fait, Mmh. sur de pointe, les phrases, les mots, je pouvais passer toute une soirée juste à changer un mot sur un carrousel parce que en fait, je voulais que même qu'un enfant de 8 ans lit ça, il ne bug pas dans la lecture. Je ne veux pas que tu bugs. En fait, quand tu lis, je veux pas que tu bugs. Je Ça veux doit que, être en fait, clair pour tout le monde. ça soit clair et limpide, en fait. Et tu lis jusqu'à Mmh. la fin sans avoir envie de t'arrêter, sans te dire, ah, le prochain post pourrait être plus intéressant. Tu vois, c'est ce qu'on se dit sur Mmh. les réseaux sociaux. TikTok, tu te dis, le prochain pourrait être plus intéressant. Ouais, Mais si ouais, ouais. je t'intéresse au point où tu te dis, le prochain ne pourrait pas être plus intéressant que ça, c'est que j'ai ton attention et je te captive là.
Mhm. Et c'est là qu'en fait, sur un réseau comme LinkedIn qui était très professionnel, je faisais des posts à 200 000 vues, c'est fini, ça m'a. Même à l'international, je suis parti à Dakar, j'ai fait une conférence. Organiquement, il y avait près de 50 personnes, je ne me rappelle plus combien de personnes il y avait, mais genre, c'était parti complètement, Et quoi. là, tu avais déjà démissionné ou pas encore? Quand tu vas... Non, 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 après, après j'ai démissionné. Quand je vais à Ok, ok. Dakar, j'avais déjà démissionné quand je suis parti à Dakar. Ok. Mais j'avais Et, toujours et, ta, du contenu. ok. Et ta première formation, donc, c'était dans le copywriting. Exactement. Waouh, waouh, ça c'est vraiment intéressant. Mais donc, parce que moi je t'ai connu en tant que closer, mais pas en tant que copywriter. À quel Exactement. moment maintenant tu viens à l'encontre du closing? Très belle question. Et en fait, je sais très bien nous raconter cette histoire parce que genre, les nouvelles personnes qui me suivent ne connaissent pas cette partie de l'histoire. Elles ne connaissent que Benny le closer. C'est les anciennes personnes qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans minimum qui connaissent ça. Donc, généralement, quand quelqu'un ne connaît pas la partie copywriter de moi, je sais qu'elle me suit pas plus de 3 ans. Tu vois. Donc, J'en fais donc, partie. tu en fais partie. Donc, le closer, comment Ouais. c'est vu? Quand je lançais mes cours de formation en copywriting, qu'est-ce qui se passait? Je doublais le prix à chaque cohorte. OK? J'ai commencé Mhm. à 100 euros. J'étais encore en entreprise. Quand je me suis, après, je ne sais pas à quel moment, mais bref, dans ma tête, quand même, ce qui s'est passé, c'est j'ai commencé à 100 euros. Je suis allé à 200 euros. Ensuite, je suis allé à 400 euros. Ensuite, je suis allé à 800 euros. Ensuite, je suis allé à 1200 euros. Ensuite, je suis allé à 1500 euros. Ensuite, je suis allé à 2000 euros. Ensuite, je suis allé à 2500 euros. Et je crois que j'ai fini à 3000 ou quelque chose. Donc, à chaque fois, j'augmente Accompagnement. en accompagnement sur le Oh, copywriting. toi, tu fais seulement les accompagnements, tu fais pas des formations. Non, je fais pas de formation. Je faisais pas de formation. Aujourd'hui, j'en fais quelques-uns, mais Mhm. faisais que des accompagnements à l'époque, sur ce modèle-là. Mm. Ok. J'étais en Afrique, je vendais des accompagnements à 3000 euros à des Africains. Hmm. Et je faisais une cohorte à 10 personnes. Sur le copywriting ou sur le closing. Sur le copywriting à l'époque. Ok. À l'époque. Donc, imagine, comment j'arrive à convaincre des gens en Afrique. On n'a pas dit en Europe. En Europe, je vais dire, c'est un peu plus facile parce que les gens sont en Europe, ils payent déjà en euros, c'est facile, ils ont Mhm. le pouvoir d'achat. Mais comment, en fait, parce que dans mes cohortes, j'avais 20-30% de gens qui venaient de l'Europe. 70% venaient de Dakar. J'avais beaucoup de clients de Dakar. Dakar, Côte d'Ivoire, Mhm. Cotonou, etc. Cameroun aussi, tout ça. Je me suis rendu compte, en fait, que la compétence qui me permettait de closer autant de ventes, c'était le closing. Et donc, pour faire plus de ventes, j'ai commencé par investir dans des formations en closing pour me former. Il n'y avait Hmm. pas de formation en closing sur le marché africain. Les seules formations en closing, c'était même pas sur le marché européen à l'époque. En 2021, 2022, 2023, c'est en 2020, 2023 que le closing a commencé vraiment à venir. J'ai investi dans des formations sur le marché américain. Mhm. J'ai arrêté le closing. J'ai dépensé plus de 10 000 euros en formation. J'ai arrêté de compter à 10 000 euros. Et ce qui Wow. s'est passé, en fait, avec le temps, je suis devenu, en investissant en formation, en pratiquant sur chaque cohorte, ma stratégie de closing, je suis devenu super bon à ça. Et mes clients commençaient pas à me dire, mais Benny, maintenant, le copywriting nous a aidé à avoir de la visibilité. Maintenant, on a envie de vendre. On a envie de lancer des accompagnements comme toi et vendre comme toi. Comment est-ce que tu peux nous aider? Et c'est là que j'ai pris la décision de lancer mon accompagnement en closing. Ouais, mais c'est complémentaire. C'est Copywriting et closing. complémentaire, justement. C'est complémentaire. Et c'est là que j'ai Ouais. lancé pour la première fois l'accompagnement en closing. Et ça a complètement cartonné, en fait. Et donc, petit à Hmm. petit, j'ai commencé par faire la transition du copywriting au closing parce que j'avais compris que ce serait compliqué dans la tête des gens de me voir comme le copywriter et le closer. Parce que quand les gens t'associent à une chose, c'est plus facile pour eux de retenir qui tu es que quand ils t'associent à deux choses. Ouais, ça c'est vrai. Donc, j'ai commencé par faire la transition de copywriting à closing. Et donc, toutes les nouvelles personnes qui ont commencé par me suivre depuis 2023, ils ne connaissent que Benny le closer. Et avec le temps, vu que je voulais vraiment rester dans ce positionnement-là, j'ai arrêté de lancer mon accompagnement sur le copywriting. Et j'ai commencé que par lancer mon accompagnement sur le closing pour vraiment donner vie à ce positionnement.
Donc voilà, Hmm. c'est passé. Ouais, moi, j'avais même assisté à l'une de tes masterclass. Et jusqu'à présent, les exemples que tu avais pris sont toujours dans ma tête. Tu avais pris l'exemple de Apple et l'exemple de Netflix. Comment ils font pour closer les gens de manière subtile. Mais tu utilisais un mot un peu plus technique que ça. J'ai oublié Hmm, le truc, le terme là, que tu avais utilisé. C'était très intéressant, cette masterclass-là. hmm. Alors, Benny, on va un peu continuer parce que ton histoire est très intéressante. Comme dit tu connais la coach à Monchique, elle dit ton histoire est rocambolesque, digne d'un Congolais, film. film de Hollywood. Ah ben, c'est une histoire très intéressante. Du coup, mais pourquoi tu décides d'abord d'aller au Sénégal et ensuite en France? Parce que moi, je t'ai connu, tu étais déjà. Bon, quand je t'ai connu, j'ai découvert tes vidéos et ton contenu. Tu étais déjà à Dubaï. Bon, tu vas aussi nous Hmm. raconter pourquoi tu es allé à Alors, Dubaï et tout ça là. 2024, alors. Hmm. Ouais, vas-y. Pourquoi je suis allé en France et pourquoi je suis allé à Dakar? Donc, Dakar, premièrement, parce qu'il y avait beaucoup de mes clients à Dakar. Beaucoup de mes clients à Dakar. Mhm. En gros, à l'époque, j'avais des clients dans 3 grands pays, 4 grands pays. Plus de clients à Dakar. Le top de mes clients, ils étaient à Dakar. Deuxième, Paris. Troisième, Cotonou. Et quatrième, bon, en termes de pays, Sénégal, top 1. Mhm. France, top 2. Bénin, top 3. On n'est jamais roi chez soi, comme on le dit, ou bien chez soi. Et en dernière position, la Côte d'Ivoire, top 4. C'était les Ouais. 4 grands pays pour moi. Donc, je suis parti Mhm. au Sénégal, ça make sense parce que c'est le premier pays où il y avait le plus de clients. Donc, quand je suis passé au Sénégal, j'avais une grosse communauté là-bas, c'était bien. En France, parce que c'était le deuxième pays. Et Dubaï, ça vient d'une expérience particulière parce que Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé pour Dubaï? J'étais parti, chaque année, on fait un road trip avec mes amis. J'ai des amis entrepreneurs. Chaque année, on voyage ensemble, tous ensemble, pour partager, pour passer un bon moment ensemble. Et on est allé dans différents pays. Et cette année-là, moi, je dis, les gars, allons à Dubaï. Bah, bah, c'est tendance actuellement, allons voir ce qui se passe là-bas. On est parti à Dubaï, je suis tombé amoureux de Dubaï. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, OK, je veux vivre à Dubaï. Donc, c'est là que j'ai pris la décision. On est parti en novembre 2023. Et Mhm. quand je suis rentré, j'ai dit, je veux déménager à Dubaï. Et c'est comme ça, en janvier, j'ai fait mes clics et claques. Encore une fois, c'est une décision prise au 1er janvier. Ah, J'ai de cette année? de 2024, oui. Je suis parti en 2024 à Dubaï. Ah, ok, ça fait pas longtemps alors. Ouais, ça fait pas longtemps. Je suis parti en 2024 à Dubaï. Donc, c'est là que j'ai pris la décision en 2024 de move on sur Dubaï et Mhm. d'y vivre, en fait. Ouais, mais ça, c'est intéressant. C'est ce qui est intéressant même avec le business en ligne, c'est que tu peux travailler de n'importe où N'importe et, où. et tu peux toujours voilà, te faire de l'argent, quoi. Hmm. Peu Donc, importe là Bédi, où, est-ce que... Oui, vas-y. j'ai dit peu importe là où tu te trouves, en fait. Mhm, peu importe là où tu te trouves. Alors, mais on va dire, ton parcours n'a pas forcément été facile. Tu as forcément rencontré les difficultés quelque part. Est-ce que tu peux nous en parler de ces difficultés-là? Hmm. J'ai rencontré énormément de difficultés, comme tout entrepreneur. Mhm, Mais ce qui est bizarre avec moi, en fait, c'est quoi? C'est que euh, je suis tellement résilient que je ne les vois même pas, les difficultés. Pour te donner exemple de la mhm, dernière difficulté en date que je vis et que j'ai vécue, c'est la suppression de ma chaîne YouTube. Donc, quand je pars à Dubaï, je décide de documenter mon aventure entrepreneuriale à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, il y a des studios de podcast, il y a des trucs, il y a des trucs. Je l'ai fait pendant 4 mois. 4 mois, j'avais déjà une communauté de plus de 5000 abonnés. J'ai commencé par publier à Dubaï à partir de février, mars. Et déjà juillet, août, non, août, septembre, comme ça, avant que la chaîne YouTube ne soit prise, j'avais plus de 5000 abonnés. Et donc, YouTube, c'était une plateforme très compliquée, tu vois. Ma chaîne YouTube se retrouve supprimée sous prétexte ou raison qu'ils ont donné que j'ai violé les règles de la communauté. Je ne sais pas c'est quoi faire les règles en question. Si tu vois, c'est le genre de mail, tu ne comprends pas grand-chose dedans. Et je suis parti, j'ai perdu ma chaîne YouTube pendant que, en fait, j'avais focus toute mon attention sur YouTube et développer mon audience sur YouTube. C'était ça mon mhm. focus numéro un de 2024. C'était avoir la plus grosse audience sur YouTube en ce qui concerne le business en ligne, le closing.
Parce que j'avais déjà dompté LinkedIn. LinkedIn, j'avais plus de 40 000 abonnés. Je m'en foutais. Après 30 000 abonnés sur n'importe quel réseau social, je commence pas à m'en foutre du nombre d'abonnés. Je suis comme ça. Parce que, tu sais pourquoi c'est comme ça pour moi? Parce Hmm. que j'ai suivi, je ne sais pas si tu connais Idriss Abeken. Lequel? Idriss Abeken. Non. Non, ok, un neuroscientifique et tout. Euh, j'ai suivi une de ses vidéos sur YouTube où il disait que à partir de 30 000 abonnés sur n'importe quel réseau social, tu deviens l'une des figures du réseau social. Et du coup, en fait, ton nombre d'abonnés, ça ne change pas grand-chose si tu en as 30 000, tu en as 50 000, tu en as 100 000. Parce qu'à 30 000 abonnés, les gens t'ont vu dans le feed probablement au moins une fois déjà passé. Mhm. Tu vois. Parce que généralement, si tu fais 30 000 abonnés, tu as 30 000 abonnés, tu dois faire au moins 3 millions de vues cumulées, généralement. Tu vois, c'est souvent 100 fois plus, quoi. C'est souvent 100 fois plus Ouais, en ouais. termes de vues générées. Donc, 100 fois plus, tu vois, tu es à 3 millions, plus de 3 millions de vues. Et je me suis dit, pendant quelques jours, j'avais envie de tout arrêter. Parce que c'était mon Mhm. bébé, c'était mon projet numéro un. You know, I Mhm. wanted to do something huge with YouTube. C'était vraiment mon truc, quoi. Genre, je voulais Ouais, j'ai vu vraiment, ton post même sur Facebook par rapport à ça. like, c'était vraiment mon. Genre, en mode, si on me prenait tous mes autres réseaux, on me disait, garde que YouTube, je dis, oui, prenez LinkedIn, prenez tout, je garde YouTube. C'était vraiment à ce point, en fait, tu vois. Donc, quand je me suis vu ma chaîne YouTube supprimée, c'était comme si on me volait la liberté d'expression, tu vois. Hmm. En fait, j'étais vraiment abattu. Et j'avais vraiment envie de tout Hmm. arrêter. J'avais commencé déjà le studio de podcast. Je voulais plus finir. Je voulais juste retourner à Dubaï, vivre ma vie et m'en foutre de tout. Juste prendre une. En fait, je voulais juste tout arrêter. Hmm. Et là, je me suis souvenu que, en fait, toute ma vie, ça n'a été que des difficultés et que j'ai jamais eu de répit dans ma vie. Et je me suis dit, si la suppression de ta chaîne YouTube te fait perdre, comment le dire? Si ça te fait abandonner tout ce que tu as construit jusqu'à présent, ça veut dire que tu es clairement en train de dire que maybe YouTube is bigger than you. C'est pas Parce que le cas. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu es littéralement en train de dire, OK, parce que YouTube m'a empêché, voilà, à supprimer ma chaîne, ça veut dire que, en fait, moi, j'abandonne tout. C'est-à-dire que tu donnes trop d'importance à quelque chose qui a été créé en 2000 ou en 2010. Genre, tu es né avant que cette chose ne soit créée. Donc, comment quelque chose Mhm. créé par un autre être humain peut te faire give up sur tes rêves? Je me suis dit jamais. Tu vois? Et donc, j'ai dit, peu importe ce qui se passe, je garde le flambeau et je vais être devenu tellement big. C'est pourquoi, en fait, actuellement, je suis dans des procédures pour récupérer la chaîne et tout. Mais je ne suis pas très attaché à ça parce que je suis en mode, je veux devenir tellement big, tellement fort, tellement bon, tellement incroyable que un jour, je reçois un mail de l'équipe officielle de YouTube qui me dit, c'est pas croyable, c'est pas possible que vous n'ayez pas de chaîne YouTube. Ah, ok. Tu vois, un peu comme Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, on l'a supplié pour venir sur YouTube. On l'a supplié. Je veux dire, le gars, il s'en fout, mais ils savent qu'avoir Cristiano Ronaldo sur la plateforme, c'est avoir un Ouais. GOAT sur la plateforme. Donc, ils l'ont supplié pour avoir une chaîne YouTube. Donc, je me dis, OK, donne-toi, donne-toi 5 ans, 5 10 ans, même 10 ans. Tu vas devenir tellement gros, tellement bon, tellement incroyable. Peut-être que, en fait, le jour où tu vas faire ton retour sur YouTube, ce sera l'événement de l'année, l'événement de whatever. Tu vois. Ouais, c'est possible. Cristiano Ronaldo est venu sur YouTube, c'était genre en mode, OK, Cristiano Ronaldo est venu sur YouTube. Genre, c'était ce de quoi on parlait pendant 2 semaines. En fait. C'était genre, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc, je suis quelqu'un, peu importe ce que je vis de mal, j'ai une grande confiance en moi. Je pense, j'en parlais depuis le début. Je crois, je dirais que c'est ce qui fait la différence entre moi et beaucoup de personnes. J'ai une énorme confiance en moi. Et je crois au plus profond de moi, sans paraître prétentieux, que je suis le GOAT de ce que je sais faire. The closing. De The closing. king of closing. Le king of closing, tu vois, le GOAT, en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que je suis tellement bon, je suis tellement le GOAT que j'ai pas besoin que quelqu'un me le dise pour y croire et pour me comporter en fonction. Et je sais juste que, it's a matter of time, c'est juste une question de temps pour moi de donner vie à tout ce que j'ai en moi pour que, en fait, 10 ans, 10 years from now, les gens se disent, mais en fait, ce gars avait toujours été le GOAT, c'est juste nous, juste à nous, ça a pris 10 ans de comprendre que ce gars, en fait, c'est c'est pas l'une des personnes les plus incroyables que cette terre ait connue. Tu vois, je suis le genre de personne qui a ce genre de confiance-là, tu vois. Donc, quand les choses m'arrivent, vraiment les plus dévastatrices qu'elles soient, où j'ai envie de baisser les bras, de juste tout arrêter, juste aller chiller quelque part, je me dis, est-ce que c'est ce que le GOAT ferait? Le GOAT que tu es au fond de toi, est-ce que c'est ce qu'il ferait? Non.
Je me lève, je continue pas à me battre. Je te donne un petit exemple, je vais finir par là. Quand je vais à la salle de gym, moi j'aime beaucoup, je fais beaucoup de fitness, je vais beaucoup à la gym. Quand je vais à la gym et que je suis en train de go through pain, je ne sais pas comment on dit ça en français, que je suis en train de traverser la douleur, tu vois, je suis en train de travailler les Mhm. biceps, j'ai mal, tout ça, tout ça, et que j'ai envie d'abandonner sur les 2 derniers sets, les 2 dernières répétitions, les 2 derniers trucs, Mhm. je me pose une question. Ça fait mal, oui. Tu as envie de laisser tomber, oui. Mais est-ce que c'est ce que Cristiano Ronaldo ferait? Tu penses que Cristiano Ronaldo, il laisse tomber quand il a mal? Non. Tu penses que, je sais pas, toutes les personnes que tu admires, ils laissent tomber quand ils ont mal ou quand ça devient difficile? Non. Et c'est pour ça qu'on les respecte, c'est pour ça qu'on les admire, c'est parce qu'ils sont capables de supporter des choses qu'on ne peut pas supporter. Et c'est pour ça, en fait, on le paye des choses qu'on ne peut pas payer à lui-même moyen. Ce matin, je suivais sur Instagram un post de The Rock qui disait qu'en fait, à 7 heures du matin, il s'était tapé une séance de gym de 6 heures à 7 heures, d'une heure. Il s'était bien cassé avant de sortir pour aller au boulot et qu'il fait ça tous les jours, peu Mhm. importe comment il se sent, parce que simplement, en fait, euh, il comprend que c'est le prix à payer d'être en vie et d'être qui il est, en fait. Maintenant, après, moi, forcément, je ne vais pas à la gym comme The Rock parce que ma carrière, c'est pas Mhm. dans le fitness, tu vois, un peu, Ouais, je vois. c'est dans la communication et dans le closing. Donc, j'ai un peu cette mentalité-là. Donc, je dirais, je ne vais pas trop m'attarder sur, tu vois, les coups bas que j'ai vécu. Là, j'ai donné l'exemple de la chaîne et tout. Mais à Mhm. part celle-là, je n'ai pas envie de donner, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai vécu. Mais je dirais, ces choses-là, ça ne me caractérise pas autant que mon Mhm. mindset me caractérise, en fait, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais. En fait, j'ai posé la question pour que, par exemple, s'il y a un jeune qui te regarde, qui veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat comme toi, sache un peu à quoi il doit s'attendre lorsqu'il va se lancer, un peu les difficultés qu'il va peut-être rencontrer. Ça va dépendre bien évidemment du pays dans lequel il vit et le mindset, parce que s'il n'a pas le même mindset que toi, forcément, ce sera différent. Vous allez surmonter les mêmes difficultés différemment. Donc, c'était un peu ça l'objectif de cette question-là. Alors, Benny, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes entreprises actuelles, de tes activités actuelles? Actuellement, j'ai 3 grandes activités. J'ai Mhm, 3 entreprises. Elles ne sont pas encore grandes. J'ai 3 entreprises. Ma première entreprise, c'est Marketing Lab. C'est celle que j'ai lancée le 1er janvier 2022. Elle est dans l'accompagnement. Cette entreprise-là, on fait une chose principalement. On accompagne les personnes qui ont une compétence, qui ont une entreprise, qui ont un projet, à pouvoir, en fait, les personnes qui ont une compétence et une expertise, à la rentabiliser à travers un business de coaching, de formation et d'accompagnement. Comme exactement je l'ai fait en 2022, comme je l'ai fait en 2023, comme je le fais actuellement. Parce que ça, on a de l'expertise dessus, on a de l'expérience dessus, on sait le faire. Donc, Marketing Lab, c'est vraiment une agence d'accompagnement, en fait, où je suis à la tête avec mon équipe, parce que je ne suis pas seul, où on accompagne toute personne qui a envie de lancer un business d'accompagnement, de coaching et de formation, à lancer un business rentable, qui lui permet, en fait, voilà, de générer 3, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000 et peut-être plus par mois avec ses connaissances, avec ses compétences, juste en créant une communauté en ligne, en utilisant le closing pour pouvoir, voilà, convertir cette communauté-là en clients. Ça, c'est mhm, l'entreprise marketing là. Avec cette entreprise, aujourd'hui, on a travaillé en 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, avec plus de mhm, 200, 250 clients, plus de 200 clients quand même actuellement, de façon confirmée. C'est pas des clients, hein, c'est des clients qui quand même ont, voilà, c'est de grands clients, quoi, tu vois. C'est pas, il y a beaucoup de personnes qui disent accompagner 1000 personnes, mais ils parlent aussi des gens qui viennent dans les lives et tout. Moi, je compte pas ce genre de trucs. Donc, premier truc, ça c'est Marketing Lab. Deuxième entreprise que j'ai créée, c'est CostLab. CostLab, ça vient compléter la vision de Marketing Lab. CostLab, c'est une plateforme qui aide en fait les formateurs, les coachs et les accompagnateurs à pouvoir en fait avoir un espace sur lequel ils pourront gérer le client, gérer leur communauté, héberger leurs formations, recevoir des paiements sur leurs différents clients en accompagnement, en coaching, etc. Donc, c'est une plateforme qu'on a conçue de A à Z pour permettre à tout coach, formateur ou accompagnateur qui a un business quand même dans l'accompagnement de pouvoir en fait avoir un outil qui lui permet de gérer son business. Un peu comme son WhatsApp là où il fait sur la plateforme, tu peux faire des lives. Sur la plateforme, tu peux
héberger tes contenus de formation. Sur la plateforme, tu peux demander à tes clients de faire des exercices. Sur la plateforme, tu peux échanger avec tes clients. Donc, c'est une plateforme tout en un qui te permet de gérer ton business de formation, de coaching, d'accompagnement de A à Z. Okay, donc, ça complète un peu notre offre en marketing. Et en troisième position, bah, c'est la nouvelle entreprise où je suis actuellement, qui s'appelle PodLab. PodLab, l'objectif de PodLab, ça complète la vision de Marketing Lab, de Cost Lab. Et PodLab, son objectif, c'est simple, c'est de pouvoir aider tout entrepreneur, tout créateur de contenu et tout expert, toute personne qui a une expertise, qui a quelque chose à partager, de pouvoir le partager sur le format de contenu vidéo, que ce soit podcast, vidéo YouTube, peu importe, dans un décor chic, avec des équipements de qualité. On a des équipements de qualité, des micros bien, des caméras de dernière génération, des setups, différents types de setups, etc. Et voilà, ça vient compléter la vision de mes deux premières entreprises. Et aujourd'hui, en fait, ça nous permet d'une façon ou d'une autre d'avoir en fait une offre de proposition qui est un end-to-end pour le customer parce qu'en fait, on le prend par la main de A à Z et on lui permet en fait de développer son branding à travers le contenu en venant au PodLab, de pouvoir en fait créer sa formation et l'héberger sur CostLab et de pouvoir développer en fait sa base clientèle avec tous les conseils en closing et en copywriting tirés de notre expérience avec Marketing Lab. Waouh, c'est magnifique. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu as réalisé ça en 3 ans, c'est ça? En 3 ans, j'ai commencé le 1er janvier 2022. En moins de 3 ans, donc. Donc, moins de 3 ans, ouais. Et tu as réalisé tout ça en moins de 3 ans. Waouh. C'est selon toi, quel était ton plus gros atout? Pourquoi tu penses que tu as pu quand même réussir dans tous toutes les activités dans lesquelles tu t'es lancé là, quoi? Deux choses, la passion et la rage. La passion, pourquoi? Parce que je suis très passionné. Je suis quelqu'un de très passionné. J'adore, ça se voit pas, je sais pas, mais j'adore vraiment ce que je fais. Que je gagne l'argent dedans ou pas, je le ferai. Je donne un exemple, le studio de podcast, que les gens viennent booker ou pas, je suis mon tout premier client. Les matins à 8 heures, je suis ici. Personne ne me réveille avant que je ne vienne. Et le soir, je pars à 23 heures. Que quelqu'un vienne tourner ou pas, je suis là. Tu vois un peu? Et je sais que je suis mon tout premier client parce que ce studio, j'ai la passion de créer du contenu. Et je sais que du moment où les caméras sont chargées, sont allumées, je pourrais tourner du contenu pour ma communauté de façon illimitée, partager mon expertise, je sais pas, mon conscient, je sais pas, tout ce que j'ai dans ma tête, toutes les idées, je sais pas, toutes les stratégies que j'ai dans ma tête que je ne peux pas tester toujours. Je sais que je peux les partager de façon illimitée. Maintenant, parce qu'à Dubaï, je dépensais plus de 1 500 euros par mois dans des studios. Aujourd'hui, je suis plus obligé de dépenser autant parce que j'ai acheté tout le matos, tous les trucs qu'il faut. Et ça me permet en fait de pouvoir exprimer ma créativité. Donc, je dirais la passion, c'est d'abord ce qui me permet euh, de vraiment me différencier. Deuxième chose, j'ai dit la rage. Mais avant de venir sur la rage, je vais aller sur le sens du détail. C'est un truc qui est très important pour moi. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup le sens du détail. Quand tu travailles avec moi, je suis très, 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 très dans le détail, en fait. Et pour moi, le détail, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose en mode, ok, bon, c'est juste le détail, bah, c'est pas un problème, c'est juste un smiley. Donc, je connais l'attention humaine et je sais que juste un smiley, ça peut changer complètement the way people feel about your post, you know. Comment les gens se sentent par rapport à ton écrit, à ta vidéo, the way you dress, comment tu t'habilles, ça fait que les gens se sentent de façon différente. Comment tu es, ta posture, ça fait que les gens se sentent de façon différente. Aujourd'hui, j'essaie de prendre un accompagnement sur la prise de parole, tu vois, pour que quand je parle, je sois plus éloquent. Là, j'ai aucune formation en prise de parole. Là, c'est le béni normal. Quand je suis avec mes potes, c'est comme ça que je parle. Tu vois un peu. Mais je sais qu'à la longue, les personnes les plus charismatiques, c'est les personnes qui, quand ils parlent, ils ont des intonations, ils ont une façon de parler, ils ont des postures, ils ont des trucs. Tu vois, les Barack Obama, quand ils parlent, tu as envie je sais pas, d'être dans leur bouche. Tu as envie d'être dans leur tête. Tu vois, un truc. Donc, j'ai envie de devenir quelqu'un comme ça et je ne peux pas passer par là sans investir dans la formation. Donc, tous les gens qui sont là, on leur dit d'investir dans la formation, sont là, ah, c'est de la naque, les gens veulent juste prendre mon argent. Ça fait ton problème parce que si tu ne te formes pas, guess what? You're not going to improve. Tu ne vas pas t'améliorer. Tu ne vas pas devenir quelqu'un de meilleur. Si Ouais. moi, je n'avais pas compris qu'en investissant pas en closing, je n'allais pas devenir un meilleur closer, faire plus de chiffre d'affaires, je ne serais pas aujourd'hui en train d'aider les gens en closing. Tu vois? Si moi, à l'époque, genre, bref, si tu n'investis pas, tu n'as rien. C'est celui qui investit qui a. Tu vois? Donc, euh, le sens du détail et de l'investissement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très, 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 très
focus sur le détail. Tu vois, quand tu viens au studio ici, tout ce qu'on a fait dans les petits détails, on essaie vraiment d'améliorer les choses pour que quand le client vient, end-to-end, ils se disent meilleure expérience ever, tu vois. Donc, nous, Hmm. on a même mis des trucs en place. Chaque client qui vient en partant, on lui offre un cookie, tu vois, avec quelque chose Wow. à. Et il n'y a aucun studio dans lequel j'ai tourné à Paris, j'ai tourné à Dubaï, j'ai tourné en Espagne, j'ai tourné partout, j'ai tourné en Côte d'Ivoire, j'ai tourné partout. Il n'y a personne qui fait ce genre de truc. Les gens, tu viens et tournent, c'est transactionnel. Mais nous, on n'est pas dans la transaction. On est dans l'amitié, on est on est dans le retour, on est dans le, tu vois, on est dans le relationnel, tu vois. Ah, le Donc, service client, quoi. le service Bon client, service en fait. client. Hmm. Donc, parce qu'on adore rendre les gens accros de ce qu'on crée, de nos marques, en fait. Donc, Hmm. ça, le sens du détail. Et pour finir, j'ai la rage. Je suis quelqu'un, je suis très enragé. Je suis vraiment enragé. Je ne sais pas pourquoi je suis né enragé, tu vois. Je suis très enragé, en fait. Pourquoi je suis enragé? Je dirais parce que je suis orphelin. Je suis orphelin. Hmm. Ma mère est morte, j'avais 12, 13 ans. Et c'est ma plus grande motivation parce que je veux que peu importe là où elle est, elle puisse être fière de moi. Et donc, je suis Hmm. enragé qu'elle soit partie, qu'elle ne profite pas de mon greatness. Hmm. Et je veux devenir tellement great au prix de whatever pour que, en fait, ça mène le jour où je meurs, que je la rencontre, qu'elle puisse se dire, mais putain, comment j'aurais voulu faire 10 enfants comme ce gars, en fait. Tu vois? Hmm. Un enfant qui donne envie à ses parents de faire 10, 15, 20 enfants, tu vois. J'ai Ouais. envie de ça, en fait. Et d'être un exemple pour ma famille, un exemple pour mes enfants, un exemple pour mes proches, c'est très compliqué au quotidien. Je faillis souvent, je ne vais pas toujours à la salle de gym quand j'ai envie d'aller à la salle de gym. Je ne fais pas toujours mes séances d'abdos. Moi, j'ai mes propres défauts, j'ai mes propres trucs contre lesquels je me bats tous les jours, tu vois. Hmm. Mais j'essaie de devenir meilleur tous les jours et j'ai la rage de devenir meilleur, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, ça revient encore à ça. C'est que comme Cristiano Ronaldo, je me rappelle quand je regardais, tu sais, petit truc, euh, Mhm. pas au fait que je parle de Cristiano Ronaldo autant. Ouais. Tu es grand En fait, fan, je quoi. ne suis pas un fan de Cristiano Ronaldo, actually, dans la pratique. Dans le football, je suis plus fan de Lionel Messi que Cristiano Ronaldo. Je suis le genre de gars qui dit, c'est Lionel Messi, c'est même pas de comparaison. Ouais. Mais tu sais pourquoi je suis devenu fan de Cristiano Ronaldo? Le travail, certainement. Le travail, en fait. Le travail. C'est que pendant que Lionel Messi était à 4, 5 ballons d'or, tout le monde se disait, ah, ce gars, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il ne vient pas à la cheville de Messi. Quand il a monté à 4-2, 4-3, 4-4, et qu'il a fait 4 ballons d'or à 4 ballons d'or avec Lionel Messi, tout le monde entier, à l'unanimité, on s'est dit, là, on tient un GOAT. Là, c'est un autre Maradona, un autre Pelé qui est là. Il n'a pas fait par son talent. Ce n'est pas son talent qui a fait qu'il est devenu Ronaldo, l'homme le plus suivi de la Terre. Non. Mais ce n'est pas d'abord la confiance en lui, le fait qu'il se dise, vous croyez que c'est Messi le GOAT, mais c'est moi le GOAT. Mais vous croyez que c'est Messi. Mais moi, j'ai 5 ans, 10 ans, vous prouvez que c'est ça. Et c'est dans 10 ans, vous allez vous en rendre compte. Donc, quand aujourd'hui, moi, je dis que je suis le GOAT, beaucoup de personnes, généralement, quand je discute avec des partenaires qui veulent investir dans mes projets et tout, et j'impose des thèmes, ils me disent non, bon, c'est pas comme ça sur le marché. J'ai dit non, c'est pas comme ça sur le marché. Mais je deviendrai le marché. Et quand je deviendrai le marché, que je Tu crées serai. même le marché. Je crée le marché, je serai l'hirondelle qui fait le printemps. Hmm. Tu vas signer sur mes thèmes ou pas? Donc, est-ce que tu prends le rookie Michael Jordan maintenant et tu lui signes le bon contrat ou tu vas attendre qu'il devienne le Michael Jordan de plus tard et il sera tellement cher pour toi que tu ne pourras même pas avoir 1% de son gâteau, en fait. Tu vois un peu Hmm. le truc. Ouais, je vois. Et je crois tellement en ce processus et en ce achievement que je me dis, quand je vois les gens comme Cristiano, je me dis, même si les gens ne voient pas ton potentiel aujourd'hui, celui qui a vu aujourd'hui n'a pas vu demain. Les gens ne voient pas ton potentiel aujourd'hui, ils, ils ne savent pas tout ce que tu as dans ta tête et tout ce que tu as envie de tout ce à quoi tu as envie de donner vie. Donne-toi du temps. Si un jeune m'écoute aujourd'hui, c'est ce que je lui dirais. Donne-toi 5 ans. Être pressé, ça n'amène pas. Il n'y a rien de tangible qu'on réalise en moins de 5 ans. Moi, tu as dit tout à l'heure que j'ai fait tout ça en moins de 3 ans, mais ce n'est pas en moins de 3 ans. Oui, je l'ai concrétisé en moins de 3 ans, mais tout ça bouillonnait en moi depuis 7, 8 ans. Depuis que j'avais 17, 18 ans, j'avais déjà des grandes ambitions. Je voulais déjà avoir une Range Rover à 25 ans. Je voulais déjà faire le tour du monde à 25 ans. Je voulais déjà faire plein de trucs. Et ça bouillonnait en moi, en fait, tu vois. Donc, Hmm. peu importe ce qu'on te dise, que les gens croient en toi ou pas. Moi, j'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour croire en moi. Parents, amis, femmes, personne. Je suis solo. Tu crois pas en moi, c'est pas un problème. J'en ai pas besoin. Mais, comme Samuel te le dit, si Dieu va me prêter vie, si Dieu me prête vie,
et que j'ai la bonne santé, par la grâce de Dieu, et que j'ai le temps sur mon côté, if I have time on my side, I know I'm going to execute. And I know if I execute, things are going to be right. You know? Donc, Hmm. je me dis, OK, aujourd'hui, tu ne vois pas mon greatness. Aujourd'hui, tu te dis, peut-être, ah, Benny, il a perdu un peu en humilité en disant qu'il est GOAT. Généralement, on me connaît comme quelqu'un de humble, mais je sais pas, notre conversation, ça m'a poussé à te donner un peu the way I feel about myself, you know. Mhm. Et je me dis, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois, ce serait super, en fait, de regarder derrière, que beaucoup de personnes regardent derrière, regardent peut-être cette conversation, se disent, Mhm. waouh, en fait, ce gars, il savait exactement où il allait, Mhm. il fallait faire pour arriver là. Et voilà, on est 10 ans après, il est le LeBron James de son domaine. On est 10 Mhm. ans après, il est le Michael Jordan, le Cristiano Ronaldo de son domaine. Et il est juste incontournable, en fait. Soit tu fais avec lui, soit, Voilà. tu sors du domaine. PostLab, c'est certainement pas ton dernier projet. Non, clairement, certainement pas. Mais je Wow. suis focus. Pour le moment, c'est ça. Tu es focus. Wow, Mhm. super, super. En tout cas, on a fait le tour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé le cœur ouvert, hein, ton expérience, ton histoire avec nous. J'espère que ça va inspirer toutes les personnes qui nous regardent. Et est-ce que tu as un mot pour conclure notre interview? Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Le mot que je donnerais, que je dirais à toutes les personnes qui nous regardent, jeunes, adultes, vieux, peu importe l'âge, je crois que on est tous des GOATs, tu vois. Mhm. Dans un domaine spécifique, on est tous des GOATs. Tu seras peut-être pas le GOAT en closing parce que moi, je le suis déjà, mais tu seras peut-être le GOAT, tu seras, tu seras peut-être le GOAT en finance, tu vois. Tu seras peut-être Ouais. le GOAT en quelque chose d'autre, tu vois. Et je pense que si tu suis ta passion, le gut que tu as en toi, et que tu trouves ce truc spécifique pour lequel tu es appelé, pour lequel Dieu t'a appelé, moi je suis hyper croyant, ce truc pour lequel, cette mission que tu as mis en toi pour servir l'humanité, si tu trouves ça, on est tous des goats en fait. Parce que comme on le dit, there's niche in the niche. Il y a de la Mhm. niche dans la niche et ça ne s'arrête jamais. Du coup, en fait, s'il y a de la niche dans la niche, c'est qu'on peut tous devenir nos propres niches, être Mhm. le goat de nos propres niches sans qu'il y ait concurrence avec quelqu'un d'autre. Tu Ouais, vois? techniquement, oui. Et, et voilà, en fait, je sais pas, Seth Godin est considéré comme le GOAT du marketing. Gary Vaynerchuk est considéré comme le GOAT du social media. Je sais pas, plein d'autres. Alessio Mosi est considéré comme le GOAT, je sais pas, de l'acquisition client. I mean, il y a différents types de GOAT dans différents types de secteurs, dans différents types de trucs. Je pense fondamentalement, vraiment, et c'est le message que j'ai à travers ce podcast, c'est qu'on est tous des GOAT du moment où on arrive à trouver ce pourquoi on est appelé. Et le moment où on Mhm. trouve ce pourquoi on est appelé, c'est de notre devoir de tout sacrifier pour réaliser ce greatness, en fait. Tu Mhm. vois? Et de ne pas laisser les événements de la vie nous décourager parce que les événements de la vie est facile pour personne. Pour personne. Pour personne. Moi, j'ai des Ouais. problèmes. J'ai perdu ma chaîne YouTube. Je pourrais plus créer du contenu sur YouTube pendant un moment. Le temps qu'on a récupéré ma chaîne, ça fait un bon moment. Ça fait un mois que je n'ai pas créé du contenu sur YouTube. C'est un gourmet que je gère. Mais est-ce que ça m'arrête? Non. Tu vois? Est-ce que ça Ouais, je m'arrête? vois. Si je ne veux pas l'être sur YouTube, je me repositionne déjà sur Instagram. Je dis, OK, je vais le faire sur Instagram. Je deviens tellement. OK, tu vois, je m'améliore. Les choses viennent, je m'améliore. Je prends les décisions. J'ai un plan, comme Michael Scofield, j'ai un plan. Mais après, dans la pratique, il y a des aléas, tu vois. Et quand il y a Ouais. des aléas, je me dis, ah, OK, mon plan n'avait pas prévu ça. Et puis, je baisse les bras. Non, je continue d'avancer parce qu'il faut que je me prouve à moi-même, que je prouve à mon Dieu, mon créateur qui m'a créé, que je suis le GOAT en fait. Super, Donc devenez des super. GOAT, devenez des GOAT, devenez des GOAT. Ça peut être le message du podcast. Devenez des GOAT de votre propre vie, de votre propre niche ou whatever. Les gars, devenez des GOAT. Merci, Béni, d'être passé. Bonne continuation. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.